Donc, bonjour, bienvenue à cette conférence qui portera sur les maladies des adultes et sur le syndrome de la brebis maigre. Je me présente, je suis Julie Bachamp, vétérinaire à la clinique vétérinaire de l'Estuaire, située dans le Bas-Saint-Laurent, plus précisément à Rimouski et Montjoly. J'ai gradué de la faculté de médecine vétérinaire en 2004. En 2009, la médecine des petits ruminants occupait le quart de mon temps et présentement, elle occupe les 2/3 de mon temps. Donc, voici de quoi il sera question tout au long de la prochaine heure. Tout d'abord, on abordera ensemble la pneumonie chez les adultes. Ensuite, on verra ensemble les critères de la brebis maigre et on décrira les différentes maladies qui sont responsables de l'amaigrissement chez la brebis. Donc, on parlera ensemble de paratuberculose, de tremblante, de midivisa, de lymphadenite caséeuse, d'adénomatose pulmonaire. Ensuite, on verra ensemble les différentes stratégies de contrôle et de prévention. On abordera aussi d'autres causes d'amaigrissement, comme le parasitisme, la malnutrition et l'âge. Et ensuite, on terminera la conférence sur l'auto-questionnement. Donc, tout d'abord, la pneumonie. La pneumonie, c'est d'abord une atteinte du système respiratoire inférieur, donc tout ce qui touche les bronches, les bronchioles et les poumons. La pneumonie affecte les animaux de tout âge. Et comme vous le savez, elle est particulièrement meurtrière chez les jeunes animaux, chez les agneaux. C'est une cause importante de morbidité et de mortalité. Et c'est aussi une cause importante de condamnation à l'abattoir. Donc, comment l'animal s'infecte d'une pneumonie? Tout d'abord, ça prend des facteurs prédisposants. Donc, un des facteurs prédisposants, c'est le stress. Un animal stressé, ça va le fragiliser, puis sera plus susceptible de devenir malade. Donc, les principaux stress, ça peut être un stress qu'on dit physiologique. Donc, c'est soit notre brebis qui est en fin de gestation ou qui est en début de lactation. Ça peut être un stress qui est relié à une densité animale élevée. Ça peut être un stress relié à la compétition, un manque d'espace au niveau de la mangeoire ou au niveau de la bolle à eau. Ça peut être aussi un stress relié à une maladie. Ça peut être un stress relié à une carence alimentaire ou à une déficience du système immunitaire. Lors d'un stress, l'animal va sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. Puis cette hormone-là a un effet immunosuppresseur sur l'animal. Donc, son système immunitaire va être affaibli. Il y a aussi d'autres facteurs prédisposants. Ça peut être relié à des mauvaises conditions d'ambiance. Donc, un taux d'humidité inadéquat, une mauvaise ventilation, des écarts de température, une température inadéquate ou un taux d'ammoniac élevé. Donc, ça s'attrape comment une pneumonie? Bon, là, on a vu, on a des facteurs qui prédisposent l'animal, qui le fragilisent. Ensuite, il va y avoir une première agression. Fait que moi, quand j'arrive dans une bergerie, puis on parle de pneumonie, mais on va évaluer ensemble c'est quoi les facteurs prédisposants, mais aussi je vais expliquer qu'avant de voir la pneumonie comme qu'on la voit chez nos animaux, c'est qu'il y a déjà eu une première agression. Puis cette agression-là, elle est soit biologique, soit causée par un virus ou une bactérie et que ça passait un peu inaperçu. Ça peut être lié aussi à une agression chimique, donc des gaz nocifs comme l'ammoniac ou le gaz carbonique. Ça peut être aussi une agression physique qui soit reliée à quelque chose de plus concret comme la poussière, un liquide. Donc, ça prend une première agression où est-ce qu'il va y avoir des premières lésions au niveau du système respiratoire sans qu'elles soient très apparentes. Mais là, à ce moment-là, il se fait un changement au niveau des poumons. Donc, c'est ça en résumé. Donc, la première agression qu'on parle, on va parler de l'agression primaire biologique causée par les virus. Il y a différents virus qui peuvent être responsables. Parainfluenza, adénovirus, virus respiratoire syncytial, herpès virus. Donc, la transmission de ces virus-là va soit se faire par contact direct avec un individu malade, soit via les aérosols, ou soit par un porteur asymptomatique qui, lui, ne semble pas avoir de signes cliniques, mais qui excrète le virus. Donc, les signes cliniques reliés à une pneumonie virale,
Bien, les symptômes sont souvent peu sévères. Souvent, la pneumonie va passer inaperçue. L'animal fait un peu de fièvre, plus ou moins. Il peut y avoir un écoulement séreux, parfois de la toux, parfois la difficulté respiratoire, là, une dyspnée. Ensuite, sinon, ça peut être une agression primaire qui va être causée par une bactérie. La bactérie, c'est Mycoplasma ovi-pneumoniae. C'est quand même une bactérie relativement présente dans les bergeries. Souvent, chez les agneaux, elle va causer soit des otites, des pneumonies, puis même des arthrites. Donc, chez l'animal adulte, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut être responsable d'une toux chronique, d'une difficulté respiratoire à l'effort. Et c'est la même chose, la transmission se fait par contact direct avec un individu malade ou par la contamination des aérosols. Ensuite de ça, il y a l'agression primaire qui est causée par le chimique. Donc, tout ce qui est les gaz nocifs comme l'ammoniac, l'ammoniac ou les gaz carboniques, pardon. Donc, quand on respire ces gaz-là, ils vont avoir un effet au niveau des voies respiratoires supérieures et inférieures. Donc, ça va créer des lésions, ça va brûler les muqueuses, rendant ainsi plus propice la pneumonie bactérienne. Sinon, il y a aussi l'agression physique causée soit par la poussière, donc en plus reliée, mettons, avec une mauvaise condition d'ambiance, une mauvaise ventilation. La poussière plus une mauvaise ventilation pourrait, elle aussi, créer des lésions au niveau des voies respiratoires. Ensuite de ça, il y a soit l'ingestion, l'aspiration d'un liquide ou soit aspiration d'un solide. Mettons, soit un gavage ou un aliment qui passe de travers, qui passe au niveau des voies respiratoires au lieu des voies de la voie digestive. Donc, à ce moment-là, ça aussi, ça va créer des lésions, rendant propice la pneumonie secondaire. Donc, suite à la première agression, il s'est créé des changements au niveau des voies respiratoires, rendant ainsi possible la multiplication de bactéries plus pathogènes. On parle à ce moment-là de Pastorella multocida et de Mammaemia hemolytica. Ces deux bactéries sont présentes en temps normal dans les voies respiratoires d'un mouton qui n'est pas malade. Mais là, quand l'équilibre est rompu, parce qu'il y a eu des facteurs prédisposants, parce qu'il y a eu une première agression, mais là, les changements au niveau des poumons rendent la croissance de ces bactéries-là plus possible. Donc, ces bactéries-là, étant donné que les conditions sont favorables à leur croissance, mais là, elles vont commencer à croître et à faire des lésions importantes. La transmission se fait par des aérosols et par contact direct avec un animal infecté. Donc, les signes cliniques reliés à l'agression secondaire, donc reliés à la pneumonie par Mammaemia hemolytica ou Pastorella, bien, il va faire de l'abattement. On va retrouver notre brebis qui va être abattue. Elle va généralement faire de la fièvre. Étant donné qu'elle fait de la fièvre, il peut y avoir une perte d'appétit. Si ça fait un certain temps qu'elle ne consomme pas, il peut y avoir une perte de poids. Il va y avoir une augmentation de la fréquence respiratoire, une augmentation des bruits respiratoires. Il peut y avoir de la toux. On peut noter aussi un écoulement nasal qui va être mucopurulent. Parfois, on peut noter un écoulement oculaire. L'animal va s'isoler, puis éventuellement, si l'animal n'est pas traité, elle va mourir. Lorsqu'on retrouve notre animal dans cet état, c'est souvent que ça fait déjà quelques jours qu'elle était infectée. L'agression primaire est souvent passée inaperçue. Donc, l'agression secondaire est plus grave. Comment on diagnostique la pneumonie? Mais tout d'abord, c'est par la nécropsie à la ferme. Souvent, on va être interpellé quand il y a une grosse épisode de pneumonie, qu'il y a beaucoup de mortalité. Première chose qu'on peut faire, nous, à la ferme, c'est sur les animaux morts, pratiquer la nécropsie. C'est sûr que quand moi, je fais la nécropsie à la ferme, ça me donne une idée du système qui est atteint, mais je n'aurai pas le nom de la bactérie. Sinon, dans des cas, on peut aussi envoyer nos animaux au laboratoire du MAPAC. Moi, souvent, j'aime bien privilégier cette option parce que quand on envoie un animal en entier, bon, ils font une nécropsie complète.
Sinon, des fois, quand le transport est plus compliqué, on peut aussi envoyer des parties du système respiratoire pour fin d'analyse. C'est sûr que si j'arrive sur des animaux qui sont en ce moment-là vivants, puis qu'on veut faire un survol, je vais me mettre à examiner quand même quelques individus. On va prendre les températures, puis on va faire des examens physiques. Je vais les ausculter afin d'évaluer est-ce qu'il y a des bruits pulmonaires qui sont présents ou pas. Y a-t-il une difficulté respiratoire que je vais pouvoir noter à mon examen? Les deux autres méthodes diagnostiques sont très peu utilisées. L'échographie pulmonaire, ce n'est pas une technique que j'ai développée nécessairement dans les moutons, mais c'est une technique qui est accessible pour évaluer la santé pulmonaire chez les veaux. Après ça, il y a le lavage trachéal. Là aussi, ce n'est pas une méthode que je vais souvent privilégier, là. À vrai dire, c'est quand même une méthode qui est quand même laborieuse. Ça nécessite une anesthésie de l'animal. Ça demande une certaine préparation stérile. Puis, c'est ça. Fait que c'est un petit peu, c'est pas la technique que je vais privilégier. Je préfère soit faire la nécropsie au laboratoire du MAFAC. Je trouve que ça me donne une meilleure vue d'ensemble. Donc, comment on traite la pneumonie? C'est sûr, bon, ben, quand c'est une bactérie bactérienne, les antibiotiques vont être indiqués. Fait qu'on aura soit le choix entre une courte ou une longue action. Ça dépendra de ce que votre vétérinaire vous proposera, de la gravité, du cas, du nombre d'animaux atteints. Dans le cas où est-ce que je vais utiliser une longue action, bien, c'est sûr que, tout dépendamment de la molécule, je vais idéalement faire un rappel 3 à 4 jours plus tard pour avoir une dose sanguine là, qui va perdurer un petit peu dans le temps. Là, parce que traiter une pneumonie pour 3 jours, c'est un petit peu court. Fait que des fois, j'aime bien refaire un rappel pour prolonger le traitement. Puis c'est sûr que moi, je recommande beaucoup aussi l'utilisation d'anti-inflammatoires. L'anti-inflammatoire, quand il est administré, va permettre à notre animal de faire baisser la fièvre puis de le rendre confortable. Donc, s'il est confortable, mais cela va lui permettre d'aller consommer plus vite, de boire, de manger. Puis, dans certains cas où est-ce que la condition perdure depuis un certain temps, que l'animal a perdu aussi de la condition, on peut aussi rajouter des traitements du sport comme des multivitamines, des électrolytes dans l'eau, juste pour y donner un petit boost pour l'aider. Donc, sinon, c'est sûr qu'il faut miser sur la prévention. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin qui est homologué chez les ovins. Oui, il y en a chez les bovins. Mais il faut comprendre que les vaccins homologués chez les bovins, c'est pour des souches spécifiques pour les bovins. Donc, souvent, oui, il peut y avoir une certaine parenté entre les souches ovines et bovines, mais il faut savoir que ce n'est pas nécessairement adapté aux ovins. Donc, sinon, on mise sur la biosécurité, donc on veut minimiser les stress. On évite les entassements, on évite la compétition. On veut aussi offrir des bonnes conditions d'ambiance. Ça, c'est sûr que ça va aider à régler le problème de pneumonie. Donc, on veut des bergeries bien ventilées, avec des températures adéquates, pas trop humides. Aussi, il faut assurer d'offrir une alimentation qui est adéquate. Puis aussi offrir un eau exempt de contaminants. C'est sûr que si on a une eau qui est contaminée à du E. coli ou qu'il y a beaucoup de coliformes dans l'eau, bien ça, c'est une source de stress aussi. Donc, on offre une eau de qualité. Puis dans certains cas, quand on fait des nécropsies, là, on peut remarquer ça, elles peuvent être compliquées par une troisième bactérie, un troisième agent pathogène qui s'appelle le Trupperella pyogenes. Ça, cette bactérie-là, c'est elle qui est responsable des abcès qu'on peut voir là, au niveau des poumons. Donc, avant de passer aux maladies qui causent de l'amaigrissement, nous allons prendre quelques minutes pour définir les critères d'évaluation de la grille de code de chair.
Donc, la grille de code de chair, c'est un outil efficace pour évaluer l'état de chair des animaux de manière individuelle ou sur un ensemble du troupeau. Donc, souvent, on vérifie de manière individuelle. Si, mettons, on voit qu'on a une brebis qui est dans un groupe puis qui semble être beaucoup plus maigre que les autres, mais on peut se questionner. On va faire l'examen sur la brebis. On va vérifier son âge, on va vérifier est-ce qu'elle a présence ou absence de dents. On va vérifier est-ce qu'elle a un accès suffisant à la mangeoire ou sinon c'est plus une brebis qui est dominée, qui est en retrait, qui ne va pas s'alimenter de manière adéquate. Puis on peut faire aussi l'évaluation sur un groupe, c'est ça, un groupe en production. Donc, si on note qu'on a plusieurs brebis maigres, à ce moment-là, il suffit de palper un 10 à 20 des individus du groupe. Puis là, si on note qu'on a quand même beaucoup de brebis maigres, mais il faudrait se questionner à savoir est-ce que le producteur offre un aliment en quantité suffisante? Est-ce que l'aliment offert est de qualité? Ou sinon, est-ce qu'il y a aussi présence d'une maladie dans le troupeau, comme par exemple du parasitisme? Donc, ça nous permet de se questionner puis de pousser un peu plus loin notre analyse quand on fait l'évaluation de la cote de chair. Donc, ici, on a une brebis avec un état de chair 1. Donc, on a une brebis maigre, très maigre. Là. Ici, c'est sûr qu'une Romanov avec une cote de chair 1 serait vraiment beaucoup plus maigre. Là. Ça serait assez éloquent. Donc, la colonne vertébrale est très saillante. Les épines dorsales qu'on voit en A sont souvent sont facilement palpables. Les apophyses transverses qu'on voit en D sont aussi facilement palpables et on rentre les doigts entre chaque vertèbre. On est capable de les isoler. La couche de gras est absente, puis il n'y a seulement que la peau. Les côtes, on les sent très bien. La hanche et la pointe des ischions sont très proéminents. Ici, on a une brebis de cote de chair 2, donc une brebis assez maigre. Donc ici, la colonne vertébrale est facilement palpable. Les apophyses épineuses sont aussi palpables, mais moins saillantes. Les apophyses transverses, donc en D, sont facilement palpables, mais plus difficiles à isoler. On sent qu'il y a un peu plus de gras. Pour les côtes, on les sent bien. Il y a une mince couche de gras. Et au niveau de la croupe et des ischions, les pointes sont moins saillantes. Donc, notre brebis ici de cote de chair 3 qui est en bon état. Ici, on va noter qu'on sent bien la colonne vertébrale. Elle est plus difficile c'est plus difficile de rentrer nos doigts entre chaque vertèbre. Les apophyses épineuses sont plus arrondies. Les apophyses transverses aussi sont bien recouvertes. Il n'est pas possible de rentrer nos doigts entre chaque vertèbre pour les isoler. Les côtes, à la palpation, on les sent toujours, mais elles sont impossibles à isoler. Et la pointe de la hanche et des ischions sont bien recouvertes et arrondies. Ici, notre brebis de cote de chair 4, c'est une brebis qui est quand même assez grasse. Pour la colonne, il est difficile de distinguer, mais elle est toujours possible de la sentir. Les épines dorsales A et les apophyses transverses sont difficilement palpables et impossibles à isoler. Pour les côtes, on peut les sentir, mais impossible à isoler les côtes. Puis, il y a un dépôt graisseux important au niveau des hanches et de la pointe des ischions. Oups, pardon. Ici, on a notre brebis de cote de chair 5, la fameuse tablette. Donc, ici, on peut noter, on n'est pas capable de distinguer la colonne vertébrale et les épines dorsales. Au niveau des apophyses transverses, c'est la même chose. Il est impossible de sentir les côtes, puis il y a un dépôt important de gras au niveau de la croupe. Je vous invite aussi à visualiser la capsule produite par Joanne Cameron, agronome, sur comment évaluer l'état de chair de vos brebis.
Bon, ensuite, nous allons passer aux principales causes d'amaigrissement. On va voir ensemble la paratuberculose tremblante, médivisionnaire, lymphadénite caséeuse, adénomatose pulmonaire. La paratuberculose. La paratuberculose se définit comme étant une maladie chronique du petit intestin caractérisée par une diminution des performances de l'animal. Donc, la bactérie responsable de la paratuberculose va créer des lésions qui vont nuire éventuellement à l'absorption des nutriments, donc des protéines. La bactérie en cause, c'est Mycobacterium avium paratuberculosis. C'est une bactérie qui est excrétée dans le fumier. Elle peut survivre plusieurs mois dans l'environnement. On parle même d'un 8 à 12 mois. Elle est résistante à la désinfection. Puis, c'est une cause importante de contamination là, de l'environnement. Il suffit d'avoir une seule brebis maigre avec des signes de la maladie qui excrète et qui contamine l'environnement pour plusieurs mois. La transmission se fait surtout par voie féco-orale, donc l'ingestion de la bactérie provenant du fumier. Elle peut aussi se faire via le colostrum et le lait. Il peut y avoir aussi une transmission dans l'utérus, dans le cas où est-ce que les mères sont déjà très malades, très cliniques, elles peuvent transmettre la maladie directement à leur fœtus via le placenta. Ce sont surtout les jeunes animaux de moins de 30 jours qui sont les plus susceptibles de se contaminer. Le temps d'incubation est très long. Donc, à partir du moment où l'agneau s'infecte et qu'il commence à développer des signes cliniques, il peut s'écouler plusieurs années. C'est une maladie à évolution lente. Puis, ce qui fait que surtout, c'est que cette maladie-là, c'est que l'animal va commencer à excréter le mycobacterium sans nécessairement avoir des signes cliniques. Donc, elle excrète et contamine son environnement. Donc, ici, cette image s'applique à la plupart des maladies chroniques qui causent de l'amaigrissement. C'est souvent des maladies à développement lent. Donc, il y a une contamination importante qui se fait depuis un certain temps. Donc, contamine d'autres individus sains et contamine l'environnement. Donc, pour une brebis maigre, avec des signes cliniques, elle excrète de manière importante la bactérie. Donc, si on prend la base de la pyramide, nous avons nos agneaux qui s'infectent jeunes. Rendu à miel, elle commence à excréter de manière intermittente là, la paratuberculose, sans avoir de signes cliniques. Donc, ça passe pour l'instant encore inaperçu. Ensuite, adulte, là, les brebis se mettent à excréter de manière plus significative, encore là, sans évidence de signes cliniques. Puis ensuite, suite à un stress, soit suite à un agnolage, à une maladie, la brebis va se mettre à décompenser, à présenter des signes cliniques, puis à excréter de manière importante la paratuberculose dans l'environnement. Donc, ici, ce que j'ai voulu représenter, c'est que notre brebis maigre, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, pour une brebis maigre, il faut se poser la question, j'en ai combien d'autres brebis qui sont atteintes, qui n'ont pas de signes cliniques, mais qui contaminent déjà l'environnement. Donc, souvent, quand je fais un tour de bergerie, les brebis maigres, je dis à mes clients la plupart du temps de soit l'isoler ou de les réformer le plus rapidement possible parce que pour moi, c'est des petites bombes à retardement, des bombes qui sont remplies de pathogènes. Donc, quand on observe des signes cliniques, cela veut dire que ça fait déjà un certain temps que l'animal est infecté et donc contamine d'autres animaux sains et contamine l'environnement. Donc, souvent, les signes cliniques vont apparaître chez des animaux qui sont âgés de 2 à 5 ans. De 2 à 5 ans. Puis, ça va être des animaux qui mangent de manière normale. Donc, on a une brebis qui est à la mangeoire, qui mange, mais qui maigrit. Pourquoi qu'elle maigrit? Parce que c'est une maladie qui attaque le petit intestin, donc empêche l'absorption
des nutriments, d'où la perte de poids. Il va y avoir aussi éventuellement une perte de la masse musculaire parce que pour faire des muscles, ça prend des protéines. Il va y avoir aussi présence de l'œdème sous la mandibule, le fameux signe de la bouteille, qui est relié aussi là, à une hypoprotéinémie, donc au manque de protéines. Éventuellement, on va remarquer une brebis qui est en perte de production, qui fait peu de lait, qui n'est jamais gestante aux échographies. Éventuellement, une faiblesse. Dans de rares cas, on peut noter de la diarrhée. C'est surtout un signe clinique chez les vaches. La diarrhée, ça, c'est un des signes les plus frappants. Puis c'est sûr qu'éventuellement, l'animal va mourir. Donc, étant donné que c'est une maladie pour laquelle il est difficile de diagnostiquer, on a voulu savoir le pourcentage de troupeaux atteints et le nombre d'animaux porteurs. Donc, en Ontario, il y a eu une étude qui a révélé que 67% des fermes de brebis laitières qui étaient à l'étude étaient infectées et 48% des animaux étaient infectés dans les troupeaux. En 2017, on a voulu reprendre le même type d'étude, mais cette fois-ci, on l'a fait sur des fermes laitières caprines. Sur les fermes laitières caprines à l'étude, 91% des troupeaux étaient infectés. En moyenne, 19% des chèvres adultes étaient infectés. En 2021, vous avez peut-être été sollicité à participer à cette étude, mais il y a présentement une étude qui est aussi en cours dans les troupeaux ovins québécois afin de connaître la prévalence de la paratuberculose dans nos troupeaux. Et aussi, on a voulu déterminer quelle était la meilleure méthode diagnostique pour cette maladie. Donc, comment on diagnostique la paratuberculose? C'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer parce qu'on a des animaux qui n'ont aucun signe clinique d'amaigrissement, mais qui excrètent. Donc, la sérologie, c'est possible, mais parfois peu sensible, difficile à interpréter. On peut aussi faire une culture bactérienne. La culture bactérienne pour la paratuberculose, ça nécessite des milieux de culture spéciaux. C'est une bactérie qui est un petit peu capricieuse pour la culture et avant d'avoir des résultats, c'est vraiment long. Donc, selon moi, puis selon moi, je crois que la meilleure méthode diagnostique, c'est celle que je privilégie, puis c'est celle que j'utilise dans les cas qu'on suspecte la paratuberculose ou dans les cas qu'on veut juste contrôler, ça va être des PCR qu'on va faire via le fumier. PCR, dans le fond, c'est une amplification de l'ADN de la bactérie. Puis sinon, l'autre option, c'est la nécropsie, mais évidemment, la nécropsie faite au laboratoire là, du MAPAC. Il n'y a aucun traitement pour la paratuberculose, c'est une maladie incurable. Donc, on recommande la réforme. Malheureusement, au Canada, il n'y a aucun vaccin de disponible, quoiqu'il existe dans d'autres pays. Le CEPOC, le MAPAC, la Faculté de médecine vétérinaire, travaille fort pour faire rentrer ce vaccin-là, qui semblerait porter fruit dans d'autres pays. Donc, je vous dirais, sinon, la meilleure prévention à faire, c'est d'isoler et réformer les brebis en perte de condition. Parce qu'il faut considérer que c'est des sources importantes de contamination. Donc, tout se passe, étant donné qu'on n'a pas de traitement, tout va se passer par des bonnes mesures de biosécurité. On veut des aires de mise bas qui sont propres et sèches. Il faut vraiment mettre le paquet sur la litière. On évite toute contamination des agneaux par le fumier parce qu'on sait que c'est eux, les agneaux, qui sont les plus susceptibles de s'infecter de la maladie et de devenir porteurs. Donc, on veut des mamelles et des pieds qui sont propres. On ne veut pas que l'agneau ait été un crayon sale. On veut des mangeoires et des buvettes propres.
Aussi, je vous dirais, si vous avez des brebis maigres ou vous savez que vous avez la paratuberculose, ce serait d'éviter de donner le colostrum et le lait de mère qui sont positifs. Je vous dirais de faire annuler les brebis maigres dans un parc qui est réservé aux brebis en perte de condition, afin d'éviter que la brebis qui est maigre, qui excrète des pathogènes, se mette à contaminer tous les autres agneaux des brebis qui sont saines. On évite de garder des agnelles pour la reproduction provenant des mères qui sont positives. Donc, c'est à de bonnes chances qu'elles aussi soient porteuses de la maladie. On isole ou abattage des cas suspects ou avec des signes cliniques. Comme toutes les maladies à dépérissement chronique, cette maladie va avoir beaucoup d'impacts négatifs. Elle a des conséquences économiques importantes. Ça va être une cause de réforme prématurée, fait que la brebis de 3-4 ans, mais qui est très maigre, devra quitter le troupeau parce qu'elle ne sera plus performante. Souvent, ça va être des brebis qui vont avoir une diminution de la production de lait. Donc, par conséquent, les agneaux n'auront pas nécessairement un très bon gain de croissance. Ça a des problèmes de fertilité. On a beau faire augmenter l'alimentation chez ces brebis-là, mais malgré ça, elles demeurent maigres, donc ont souvent une mauvaise conversion alimentaire. C'est une cause importante de mortalité. Puis, qu'est-ce qui fait mal? Mais c'est une maladie qui est très peu diagnostiquée, donc fait des dommages étant donné qu'on a des animaux sans signe clinique qui excrètent. Cette maladie pourrait aussi avoir un lien avec la maladie de Crohn chez les humains. Le lien n'est pas clairement établi, mais il y aurait une suspicion comme quoi que ça pourrait être une zoonose. Mais comme je vous dis, le lien n'est pas clairement établi, mais je pense que d'être au courant, d'être sensibilisé. Donc, juste vous aussi, quand vous faites vos manipulations chez des animaux, faire attention, porter des gants, se laver les mains fréquemment, ça fait partie des mesures de biosécurité. Maintenant, la prochaine maladie qui cause l'amaigrissement, la tremblante. La tremblante, c'est une maladie mortelle. Elle attaque le système nerveux. Puis le nom scientifique de la tremblante, c'est l'encéphalopathie spongiforme transmissible. C'est une maladie d'origine infectieuse, mais dans ce cas-ci, l'agent, c'est une protéine anormale. Lorsque le prion anormal s'introduit dans un animal sain, il modifie les prions normaux existants et les transforme en prion anormal qui est associé à la maladie. Les probabilités de développer la maladie sont associées à un gène spécifique. Malheureusement, mais heureusement en même temps, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, si le vétérinaire se présente chez vous et il y a une suspicion, on doit aviser à l'Agence canadienne d'inspection des animaux. Les carcasses sont écartées de la chaîne alimentaire, puis il y a quand même des pays qui sont indemnes, dont la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La tremblante serait une maladie infectieuse, mais dont la susceptibilité d'être atteinte est associée à un gène spécifique. Donc, en effet, la sensibilité ou la résistance d'un sujet à la maladie va dépendre des allèles qu'il possède sur ce gène. Bon, souvent, on parle de 3 codons. Souvent, celui qui est utilisé, ça va être soit le 136 et le 171. Le 154 semble avoir peu d'importance en Amérique du Nord. Il faut faire attention, les animaux qu'on dit résistants sont moins susceptibles de contracter la maladie, mais il faut bien savoir que ce n'est pas une protection absolue. Donc, ici, on a notre petit tableau qui résume ce que je viens de vous dire. Donc, les individus qui sont AARR ou RR, ils ont une sensibilité à la tremblante qui est négligeable. Mais par contre, un individu qui serait QQ
ou VVQQ a une sensibilité beaucoup plus élevée à la tremblante. Puis un animal qui est VAQR, ben, c'est un intermédiaire. Donc, il y a quand même des chances, mais il est moins sensible qu'un QQ. Donc, c'est ça. Je passe à la prochaine. Ici, les gènes, la tremblante et sa descendance, bon, c'est sûr que le père et la mère vont avoir un impact sur les descendants. Donc, si on a un père et une mère qui sont tous les deux AARR, parfait, pas de problème, la descendance sera résistante. Par contre, si on a deux parents qui sont VVQQ, attention, la descendance sera hautement sensible. Deux parents intermédiaires, donc AVQR, un quart sera sensible, une demi sera intermédiaire, puis le quart sera résistant. Si on a un parent intermédiaire avec un parent sensible, à ce moment-là, ben, la moitié sera sensible et la moitié sera intermédiaire. La transmission de la tremblante va se faire par l'ingestion de matériel contaminé par des liquides organiques, tels que les liquides utérins, le placenta. Ensuite, le prion anormal, une fois qu'il est ingéré, va traverser la muqueuse intestinale. Ensuite, il va aller envahir les ganglions du système immunitaire, les ganglions, c'est le système immunitaire, et va commencer sa réplication. Ensuite, il va envahir le système nerveux et commencer à faire de la dégénérescence au niveau de la matière grise du cerveau. Un fait intéressant, c'est que selon certaines recherches, le gène du fœtus semble influencer la migration et l'accumulation de la protéine anormale dans le placenta de la brebis infectée. Donc, si nous avons un fœtus QQ et une mère QQ, il se produit une accumulation d'une grande quantité de prions anormal. Il y a excrétion importante du prion anormal au niveau du liquide utérin lors de l'agnolage ou lors de l'avortement. Cela va entraîner une contamination importante de l'environnement. Mais un fœtus qui est RR ou QR, le prion anormal ne s'accumulera pas de manière significative dans le placenta et le liquide amniotique. Cela signifie que l'emploi d'un bélier qui est RR peut prévenir l'excrétion du prion lors de l'agnolage et de la mise bas, même si la brebis est infectée. Quels sont les signes cliniques? La maladie va progresser sur une période de 2 à 12 mois. Ce sont généralement des brebis qui sont âgées de 2 à 5 ans. Les premiers signes cliniques sont souvent très subtils et parfois intermittents, c'est-à-dire des fois on peut juste noter un simple léger tremblement de la tête. Ensuite, il va y avoir des signes neurologiques un peu plus évidents, un changement de comportement, une démarche anormale. Il peut y avoir aussi une maladie de la peau, donc une hypersensibilité de la peau, du grattage, du prurit. Ensuite, il va y avoir des changements de comportement. La brebis peut démontrer de l'agression envers d'autres individus ou parfois même envers un objet. Elle peut avoir le regard fixe et se mettre à charger d'autres brebis ou tout simplement des producteurs. L'animal va se gratter et se frotte la croupe et l'attache de la queue. L'animal va se mordiller les flancs et les pattes. Éventuellement, la maladie, ça va évoluer par un grattage plus intense, prurit. Donc, comme ici sur la photo, on peut noter des brebis avec des pertes de poils importantes et même des traumas au niveau de la peau. Puis, malgré que l'animal semble bien consommé, il va y avoir aussi une perte de poids. L'animal peut avoir une démarche anormale.
éventuellement, un peu plus tard dans l'évolution des signes cliniques. Elle peut se mettre à marcher et perdre l'équilibre, ou des fois, c'est aussi noté qu'elle peut marcher en saut de lapin. Elle peut développer une sensibilité accrue au bruit et au mouvement. Puis la maladie va éventuellement progresser vers l'isolement, un amaigrissement sévère, où il y aura une incapacité à s'alimenter, une incapacité à se lever, puis éventuellement, la brebis va mourir. Comment qu'on diagnostique la tremblante? Bien, la meilleure option, c'est par nécropsie. Sinon, il est aussi documenté dans la littérature qu'on pourrait pratiquer des biopsies au niveau du troisième œil. Honnêtement, ce n'est pas une procédure que j'envisagerais, étant donné que des fois, en début de condition, il y aurait un risque de faux négatif. Puis, c'est quand même des procédures qui sont difficilement réalisables. Ça demande, encore une fois, une anesthésie. Il faut procéder à la biopsie de la manière la plus propre possible. Donc, ce n'est pas la méthode que je suggère, mais la nécropsie, encore là, c'est la méthode de choix. Génotypage, vous savez, c'est les moyens pour déterminer la génétique de nos animaux. Il y a quelques méthodes qui s'offrent à vous. Il y a le prélèvement de sang qui se fait dans un laboratoire accrédité. Le résultat qui en ressort est fiable et précis. C'est sûr qu'il est plus dispendieux, mais c'est la seule méthode qui est acceptée pour le programme de certification. Donc, dans le programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante, dans le programme canadien. Il y a la méthode, moi je considère que c'est la méthode à privilégier pour la vente d'animaux reproducteurs. Il y a aussi le papier buvard qui se fait avec une goutte de sang, qui est facilement réalisable, puis qui permet de génotyper plus d'individus. Moi, la manière que j'utiliserais le papier buvard, ce serait dans le cas où est-ce qu'on a un bélier qui serait QQ, mais qui a quand même des beaux atouts au niveau de sa génétique, puis que c'est un animal qu'on aimerait, ce serait une génétique qu'on aimerait garder un petit peu dans le troupeau. À ce moment-là, je pense que ce qui pourrait être pertinent, ce serait par le papier buvard, génotyper des femelles afin de choisir des femelles qui pourraient être RR. Donc, suite à ça, bien, les animaux qui sortiraient de cet accouplement-là, bien, seraient intermédiaires, donc peu sensibles pour la tremblante. Il y a aussi le punch que certains producteurs utilisent, qui consiste à prélever un bout de tissu d'oreille. C'est facilement réalisable. Ça nécessite l'achat de matériel. Puis encore là, bien, il y a un petit délai pour les résultats parce que ça doit être envoyé dans un laboratoire. La tremblante, il n'y a malheureusement aucun traitement. C'est encore là, comme la paratuberculose, une maladie incurable. Donc, il faut miser sur la prévention. On va mettre l'accent sur la biosécurité. Donc, on va s'assurer d'un environnement qui est sec, propre dans les aires d'agnelage. On va retirer le plus rapidement possible les placentas et la litière souillée par les liquides utérins. Cette prévention-là va s'appliquer aussi dans le cas des avortements. On va sélectionner les animaux, donc on élève des animaux provenant de pères résistants, idéalement. Maintenant, passons au MIDI-19. Le MIDI-19, c'est une maladie qui est causée par un virus qui va s'apparenter au virus de l'arthrite encéphalite caprine, qui sont vraiment très, très, très proches. Va s'apparenter aussi à un virus de l'immunodéficience féline. Puis aussi, c'est un virus qui s'apparente à celui chez les humains, du virus du sida. Donc, MIDI-19, MIDI, c'est pour la forme pulmonaire, VISNA pour la forme nerveuse. La distribution, elle est mondiale.
Comment se transmet le midivizina? Mais elle va se faire par le lait et le colostrum, via les gouttelettes et les aérosols provenant des voies respiratoires. Donc, des vieilles brebis maigres qui toussent, ben, les petites gouttelettes sont contaminées, puis elles vont répandre ça dans l'environnement. Il y a une transmission aussi qui peut se faire in utero, donc à travers le placenta de la mère au fœtus. Et aussi via le sang. Donc, dans le cas où vous utilisez les mêmes aiguilles, le sang, le midivizina se transmet par le sang. Le midivizina, c'est une maladie à développement lent. Donc, le virus va rester en dormance quelques mois, quelques années avant l'apparition des signes cliniques qui vont survenir souvent suite à un stress. Donc, le virus va rentrer dans l'organisme. Ensuite, il va aller infecter les cellules du système immunitaire. Et finalement, le virus va envahir certains organes et créer des lésions pathologiques. Il y a plusieurs formes au midivizina. Le virus va attaquer certains organes et tissus, entre autres les poumons, la glande mammaire, les articulations, le système nerveux et les nœuds lymphatiques. Les signes cliniques varient en fonction de l'organe atteint. Il y a la forme pulmonaire qui va causer une pneumonie interstitielle. Souvent, la nécropsie, quand on rouvre, les poumons sont très lourds et très fermes. Les signes cliniques apparaissent chez les animaux âgés de plus de 2 ans. Les animaux vont souvent ne présentent pas de fièvre. Il peut y avoir présence d'une toux sèche, une intolérance à l'exercice. Il peut y avoir une détresse respiratoire, puis éventuellement un dépérissement et de l'amaigrissement. Le midivizina peut causer des mammites interstitielles. C'est souvent la forme la plus répandue. Elle est facile à reconnaître avec le fameux pis de bois. Le pis de bois, le pis qui est induré. Puis souvent, c'est très symétrique. Donc, les deux mamelles sont très dures, très fermes. On est quasiment capable de les découper au couteau. Le lait est d'apparence normale. Puis cela va affecter aussi une baisse importante de la production de lait. Donc, ça affecte vraiment de manière sévèrement la production de lait, tellement que ça fait des bébés au biberon. Il y a également la forme nerveuse qui, selon moi, peut être sous-diagnostiquée parce que honnêtement, j'en ai jamais diagnostiqué. Souvent, on va avoir des brebis avec une démarche anormale, donc elles marchent un peu tout croche. Elles peuvent avoir un déficit de proprioception. Ça veut dire qu'elles peuvent se mettre à marcher au niveau des boulets, mais elles ne sont pas capables de savoir que c'est une démarche anormale et de replacer la patte pour qu'elles puissent marcher sur le sable au niveau de la sole. Donc, il y a un déficit de proprioception. Il peut y avoir une parésie unie ou bilatérale des membres postérieurs. Puis, il peut y avoir une paralysie. La forme articulaire, c'est souvent l'apparition de grosses articulations au niveau soit des coudes ou des genoux. Ça amène une boiterie chez l'animal, puis c'est la forme aussi qui affecte les chèvres. Donc, que ce soit la forme pulmonaire, que ce soit la forme au niveau de la glande mammaire, nerveuse ou articulaire, le signe qui revient sur toutes ces formes, c'est l'amaigrissement chronique. Donc, quand on a une brebis avec de l'amaigrissement, notre diagnostic différentiel englobe aussi tout ce qui est les autres maladies, paratuberculose, lymphadénite caséeuse, tumeur nasale, adénomatose pulmonaire, parasitisme ou malnutrition. Comment on diagnostique la maladie? Bien, entre autres par les signes cliniques. Le fameux pis de bois est assez éloquent, puis facilement le signe clinique du midivizina. Sinon, on peut y aller aussi par la nécropsie. Les poumons, si on se rappelle bien, les poumons fermes, puis le pis aussi. Après ça, il y a la sérologie qui est disponible.
La sérologie, quand on prend une prise de sang puis qu'on note que l'animal est positif, le résultat positif indique que l'animal a été en contact avec le virus, que probablement que le virus est peut-être en dormance, mais ça ne nous détermine pas si l'animal est en train de développer la maladie. Donc, ça nous dit juste qu'elle est porteuse puis qu'éventuellement, elle va se mettre à sécréter ou à excréter le virus dans son environnement. Traitement, il n'y a aucun traitement. Encore là, c'est une maladie incurable. C'est une maladie sans traitement spécifique. Il faut alors miser sur la prévention. Donc, pour diminuer la prévalence dans le troupeau, il faut appliquer des mesures de biosécurité. Donc, on évite toute contamination par le sang. Il faut changer d'aiguille en chaque individu. Il ne faut jamais piquer dans une bouteille avec une aiguille souillée parce que ça prend la quantité pour transmettre à un autre individu, c'est encore moins qu'une goutte de sang. C'est vraiment là, des c'est vraiment tout petit. Si possible, on sépare les animaux positifs des animaux négatifs. Faire annuler les brebis maigres dans un parc séparé, des brebis qui sont en santé. On ne garde pas la progéniture des mères positives ou maigres afin d'éviter d'élever des agnelles à leur tour qui pourraient être porteuses. On réforme les animaux maigres ou positifs. On évite de donner le colostrum aussi des mères maigres ou positives, donc toujours s'assurer d'avoir du colostrum en poudre. Puis, dans certains cas, il serait aussi possible de thermiser le lait ou d'offrir du lait en poudre. Il existe un programme d'assainissement des troupeaux ovins pour le Midi-Visa. C'est un programme qui est coordonné par le CEPOC. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site du CEPOC. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on décide de faire partie du programme, mais les prises de sang se fait un coût très abordable. Les principes du programme, c'est de tester tout le troupeau, c'est-à-dire tous les individus de plus de 6 mois. Pourquoi 6 mois? C'est que l'agneau qui a consommé du colostrum de la mère a des anticorps maternels. Les anticorps maternels peuvent rester dans l'organisme de l'agneau jusqu'à une durée de 6 mois. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on évite de prendre des animaux de moins de 6 mois pour éviter d'avoir des faux positifs. Ensuite, le principe du programme, c'est qu'on réforme les individus qui sont positifs. On réforme les animaux de moins de 6 mois de mère positive et on teste à tous les 4 à 8 mois. Puis, afin toujours de réformer les nouveaux individus qui sont positifs. Lorsque les individus sont négatifs et que les mesures de biosécurité sont respectées, alors le troupeau obtient un statut qui ici est le statut argent pour débuter. Puis ensuite, en faisant des analyses à tous les ans, il pourra obtenir un statut or et diamant. Pour suivre quelques troupeaux qui sont avec des statuts or et diamant, souvent, les remarques que les producteurs me disent, c'est que les animaux performent mieux. Les brebis ont une meilleure production laitière, donc ça leur fait beaucoup moins de bébés au biberon. Vu que la performance laitière est bonne, mais souvent, ça entraîne une meilleure croissance des agneaux, une meilleure longévité de la brebis, puis en général, le troupeau, une meilleure santé globale du troupeau, de l'animal et du troupeau. Maintenant, passons à la lymphadénite caséeuse. La lymphadénite caséeuse est causée par une bactérie, le Corynebacterium pseudotuberculosis. C'est une bactérie qui est très contagieuse. Elle est très résistante dans l'environnement. C'est elle qui est responsable du développement des fameux abcès chroniques. Elle va attaquer les nœuds lymphatiques, les ganglions. La distribution, elle est mondiale.
sauf il y a des pays indemnes, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Comment se transmet la bactérie? La bactérie pénètre l'organisme via la peau, saine ou blessée. Elle peut pénétrer via des muqueuses, puis elle peut pénétrer via le système respiratoire. Donc, la bactérie pénètre, se rend ensuite au nœud lymphatique le plus proche, prend la circulation sanguine et va contaminer d'autres nœuds lymphatiques et organes, dont les poumons, la glande mammaire, le foie et les reins. Donc, les signes cliniques, mais c'est sûr que c'est l'apparition de ces gros nodules. En fait, ici, c'est des nœuds lymphatiques, des ganglions qui sont infectés. Donc, on peut voir des nœuds lymphatiques infectés sous la mandibule, comme le 2, ou près de la glande parotide, il y a un autre nœud lymphatique représenté par le 1. On peut retrouver aussi des nœuds lymphatiques. On peut retrouver, la lymphadénite gazeuse près du pie, donc supramammaire. On peut retrouver aussi des abcès près de la scapula devant l'épaule ou pré-fémoral, près de la cuisse. Les signes cliniques vont aussi dépendre de l'organe atteint. Il peut y avoir la forme pulmonaire, l'animal aura une toux. Et en toussant, ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre malheureusement la dissémination d'aréosols contaminés. Donc, on a une brebis, on ne sait pas nécessairement qu'elle a une lymphadénite gazeuse parce qu'elle n'a pas nécessairement des nœuds lymphatiques externes apparents. Mais si elle en a au niveau pulmonaire et qu'elle se met à tousser, bien, elle dissémine la bactérie via les aréosols. On peut noter, mais ça, c'est selon certaines études, ce n'est peut-être pas le signe clinique, mais on pourrait noter de l'amaigrissement chronique aussi. Donc, comme je le disais, les signes cliniques vont varier en fonction de l'organe atteint. Puis, on peut avoir une atteinte d'organes internes sans lésion externe. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que pour une brebis avec des signes cliniques externes, donc avec des abcès chroniques externes, bien, pour une brebis, il y a peut-être 30% du troupeau qui est contaminé. Donc, ce n'est pas rien. Donc, suite à ça, suite à la lymphadénite, mettons, c'est une grosse lymphadénite, plusieurs nœuds lymphatiques affectés au niveau des poumons, ça peut entraîner un dépérissement, un amaigrissement chronique, des baisses de performance reproductrices, puis une diminution de la production de lait dans le cas où est-ce qu'il y aurait une atteinte au niveau de la glande mammaire. Donc, s'il y a une moins bonne production de lait, bien souvent, ça va faire des agneaux avec de moins bonnes croissances, avec de moins bonnes performances de croissance. Comment on diagnostique la maladie? Bien, ça va être via une culture bactérienne. Ce n'est pas très compliqué à faire, mais il faut être très vigilant parce qu'il ne faut surtout pas contaminer l'environnement. Donc, si on décide de percer un abcès pour aller le récolter, il faut isoler la brebis. La sérologie, c'est pas ma méthode de choix parce que je trouve qu'elle est difficile un peu à interpréter. Si elle est positive, c'est-tu parce l'animal a été en contact avec la maladie, c'est-tu qu'elle développe la maladie. Donc, elle est positive, mais on ne sait pas, elle est rendue dans son stade de maladie. Traitement, malheureusement, il n'y a aucun traitement qui est efficace. Dans la littérature, ça a déjà été recommandé, bien pas recommandé, mais qu'est-ce qui est possible de faire? Ça peut être le retrait chirurgical du nœud lymphatique. Honnêtement, c'est souvent une procédure qui est risquée parce que souvent, un nœud lymphatique, c'est proche des veines. L'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on retire des abcès qu'il n'y aura pas récidive. Et l'autre chose, c'est que si on décide d'enlever les abcès externes, bien, il y a de bonnes chances que l'animal ait aussi des nœuds lymphatiques internes infectés. Donc, si elle en a au niveau des poumons, même si on enlève ceux qui sont externes,
bien, elle va continuer via ces aérosols, à contaminer l'environnement. Donc, selon moi, ce n'est pas une option vraiment de traitement. Mais heureusement, pour une fois, là, ici, il y a possibilité d'avoir un vaccin. Le vaccin qui va aider à diminuer la prévalence de cette maladie dans le troupeau. C'est donc le Glenvaxis de Zoetis. L'acquisition de l'immunité va se faire avec la deuxième dose. Donc, la deuxième dose est bien importante. Souvent, j'entends, comment je pourrais dire, dans le fond, le rappel, quand une compagnie pharmaceutique suggère un rappel, souvent qui se fait dans les 4 à 6 semaines, c'est que la raison du rappel, c'est pour booster le système immunitaire. Donc, on veut améliorer la protection. Donc, puis aussi, le Glenvaxis assure aussi une immunité contre les clostridiums. La posologie, en fait, la première dose, c'est 1 ml sous la peau. On fait le rappel 4 semaines plus tard et ensuite, on fait un rappel annuel. Moi, souvent, comment je vais le proposer dans mes troupeaux, je le fais pour assurer un bon colostrum pour les agneaux qui vont naître. Donc, souvent, je vais suggérer la vaccination au Glenvax chez les mères en pré-agnolage, juste un peu avant la formation du colostrum. Il faut bien se rappeler aussi que le vaccin n'empêche pas la maladie. Donc, ce n'est pas parce que vous vaccinez qu'il y aura 0 animaux malades dans votre troupeau, mais ça va pouvoir baisser de manière significative la prévalence. Et en diminuant la prévalence, bien, vous allez diminuer du même coup la contamination de l'environnement. Donc, quand on vaccine, il faut se rappeler aussi que ça ne guérit pas les individus qui ont des abcès, mais on le fait en se disant qu'on protège les agneaux. Ça diminue le nombre d'individus atteints, puis on assure un meilleur contrôle de l'environnement. Donc, la lymphadénite caséeuse, il faut miser sur la prévention. Donc, on n'a pas de traitement, on a un vaccin qui existe, mais aussi, si on décide de ne pas vacciner, bien, il faut assurer des bonnes mesures de biosécurité. Donc, idéalement, on va aller isoler les animaux avec des abcès. On isole les animaux 1 mois s'il y a un abcès ouvert, puis idéalement, on va aller nettoyer l'abcès avec une solution d'iode, question d'assécher le tout. On va faire la désinfection du matériel de tonte, de contention des barrières. Excusez-moi un instant. On va faire la désinfection du matériel servant aussi à l'alimentation et aux mangeoires. Puis aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est que ce serait intéressant d'avoir un ordre de tonte quand vous faites tondre vos animaux. Soit qu'on y va du plus jeune au plus vieux, ou soit qu'on fait les individus sains et qu'on termine avec des individus qui présentent des nœuds lymphatiques augmentés qui ont des abcès chroniques. On veut aussi avoir des enclos qui sont sécuritaires, exempts de clous et de vis, afin d'éviter des blessures superficielles. J'ai déjà vu un groupe d'Aniel qui avait eu une flambée de lymphadénite caséeuse dans un petit parc. Puis, dans le fond, la problématique, c'était qu'il y avait des clous qui dépassaient. Puis là, au niveau de la mangeoire, je crois, donc, à chaque fois que les animaux allaient consommer, ils se blessaient. Puis, ça faisait une ouverture pour la rentrée de la bactérie. On veut aussi assurer un bon contrôle des parasites externes afin d'éviter les grattages au sang ou qui pourraient être une porte d'entrée pour les bactéries. La prévention de la lymphadénite, bien, on veut réduire la contamination de l'environnement. Donc, on isole les individus et on réforme les individus avec des abcès. Donc, contrôle des individus avec des abcès pulmonaires. Ça, c'est sûr que c'est la partie qui est la plus difficile parce que ce n'est pas nécessairement très visuel. Faut se rappeler que c'est une source de contamination importante. Ils sont difficiles à détecter.
Donc, je vous dirais, c'est la même mesure, mais on réforme des animaux qui démontrent de l'amaigrissement chronique. L'adénomatose pulmonaire. C'est aussi une autre maladie qui va causer du dépérissement. Oups, excusez. Donc, il y a plusieurs synonymes pour l'adénomatose pulmonaire. On a soit l'adénocarcinome pulmonaire ovine, on a soit le carcinome pulmonaire ovine, puis le dernier, je vais la soutenir, là, étant donné que c'est le nom anglais. La distribution pour l'adénomatose pulmonaire, c'est une distribution qui est mondiale. La prévalence est faible au Canada. Puis honnêtement, je vous dirais que ce n'est pas une maladie que j'ai diagnostiquée jusqu'à présent. C'est une maladie très contagieuse et c'est une maladie qui va causer des tumeurs au niveau des poumons et des tissus lymphoïdes. Donc, elle va atteindre le système respiratoire inférieur. Elle affecte surtout les moutons. Les chèvres sembleraient être moins susceptibles. Les agneaux de moins de 10 semaines, sont les plus susceptibles de contracter la maladie. Donc, comment se fait la transmission? Elle va se faire via les aérosols, puis via le colostrum et le lait de mère contaminée. De mère, c'est ça, qui sont infectés. Désolée, j'ai vu une petite coquille. Les brebis infectées vont libérer le virus via les sécrétions nasales, le colostrum, le lait. Le virus va pénétrer ensuite l'organisme via les voies respiratoires ou via les muqueuses digestives. Le virus atteint les poumons et commence sa réplication. Puis là, à ce moment-là, il va y avoir début de croissance de la tumeur pulmonaire. C'est une maladie à évolution lente. Donc, le virus peut rester en dormance quelque temps avant de commencer à faire des signes cliniques. L'apparition des signes cliniques, ce sera plus chez des individus âgés de 2 à 4 ans. Ça peut être chez des agneaux de mère positive. Certains agneaux infectés peuvent aussi développer des signes en 3 semaines. Puis l'apparition des signes cliniques, ils vont apparaître lorsque la tumeur grossit. Apparition des signes cliniques lorsque la tumeur grossit, puis vont interférer avec la respiration. Donc, on va noter des difficultés respiratoires importantes. On peut avoir un écoulement séreux plus ou moins abondant. Il peut y avoir présence de toux. L'animal ne fera pas de fièvre. Puis, on va noter une perte de poids chez l'animal, malgré encore là une appétit qui semble normal. À l'auscultation, on peut noter une zone sourde. Donc, souvent, quand j'ausculte une brebis, c'est facile. Je peux comparer chacun des côtés. Fait que je vais comparer, mettons, le poumon crâno-ventral à gauche et à droite. Puis après ça, je me promène, puis je peux comparer. Donc, ça m'indique s'il y a une présence d'un abcès ou d'une masse. Donc, à l'auscultation, la zone sourde, c'est tout simplement qu'on n'entend pas l'air passer dans le poumon. Parfois, on note soit des crépements du sifflement. Il peut y avoir une infection pulmonaire secondaire. La mort, si l'animal, l'animal, c'est sûr qu'il ne pourra pas être traité parce qu'il n'y a pas de traitement, mais la mort s'ensuit. Puis la durée de la condition peut durer jusqu'à 6 mois, mais en moyenne, en 2 mois, le tumeur réussit à grossir quand même rapidement puis à entraîner la mort. Méthode diagnostique, comment on diagnostique? Il n'y a pas de test sérologique. Encore là, c'est suggéré le lavage broncho-alvéolaire. Honnêtement, ce n'est pas une technique que je pratique à cause que c'est laborieux, ça nécessite une sédation, c'est peu pratique. Puis, c'est sûr que si c'est laborieux, ça va prendre du temps, donc ça peut coûter cher. Puis l'échographie pulmonaire, encore là, peut-être que ça pourrait être un outil efficace, utile, mais qui est peu utilisé là, présentement en production ovine. Sinon, il nous reste la nécropsie,
qui, selon moi, est l'une des méthodes diagnostiques là, de choix dans la plupart des maladies, quand c'est accessible et possible. Sinon, dans la littérature, on parle du test de la brouette. Qu'est-ce que c'est? C'est que si on met notre brebis, on soulève notre brebis par les pattes arrière, donc elle se porte sur ses pattes avant, elle a la tête penchée, il peut y avoir un écoulement des narines important de liquide séreux. Donc, ça peut être une indication ça peut être une indication comme quoi il peut y avoir une atteinte au niveau pulmonaire de l'adénomatose, que la présence d'un tumeur. Traitement, il n'y a aucun traitement. Donc, encore là, on va miser sur la prévention. On réforme les animaux avec des signes cliniques respiratoires qui ne répondent pas à aucun traitement. Donc, si on a une brebis, là, on a essayé plein de traitements, des antibiotiques, on a changé un autre antibiotique, on a essayé des anti-inflammatoires, puis là, ça ne se passe pas, là, tout ne se passe pas. On arrête tout cela, puis dans le fond, c'est juste une indication comme quoi on fait face probablement à une maladie incurable qui répond à aucun traitement. Donc, on réforme, on isole et on réforme. Rapidement, je vais aussi vous parler des tumeurs nasales en zootique. Parce que dans le fond, c'est un virus qui est très proche de celui de l'adénomatose pulmonaire, puis ça affecte les individus de tous les âges. Ça, c'est une maladie que je peux vous dire que j'ai déjà diagnostiquée. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le virus, lui, au lieu d'aller attaquer les poumons, va aller les voies respiratoires inférieures, va aller attaquer les voies respiratoires supérieures. Donc, il va surtout aller se loger au niveau des cavités nasales. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est formation aussi de tumeurs, mais au niveau des cavités nasales. Donc, comme qu'on peut voir sur la photo B, c'est pas très clair, mais en théorie, les cavités nasales devraient être vides. Puis là, elles sont remplies de masse. Où est-ce que les petites étoiles? On peut noter un écoulement nasal qui est séreux à mucopurulent. Dans le fond, le tumeur peut être soit uni ou bilatéral. Souvent, on peut avoir des bruits stridents lors de l'inspiration. Donc, quand l'animal inspire, à cause de la présence de la masse, l'air va comme tourbillonner, puis d'où la production de bruit. Il va y avoir aussi une intolérance à l'exercice. La brebis ne sera pas capable de prendre de grandes respirations à cause de l'obstruction par les masses. Les colonnes d'air, souvent, moi, comment je vais m'orienter dans mon diagnostic, c'est que je vais aller mesurer les colonnes d'air. Souvent, les colonnes d'air vont être asymétriques ou réduites. Puis, des fois, on peut aller comparer avec une brebis qui n'a pas de signe clinique pour voir c'est quoi les colonnes d'air normales. Et ensuite, on va voir notre brebis qui est malade. Puis là, on a un comparatif. Donc, souvent, si la tumeur nasale prend beaucoup de place, bien, il n'y aura pas d'air qui va passer par la narine ou très peu. Quand les tumeurs nasales sont très importantes, l'animal va se mettre à respirer par la bouche. Il peut y avoir une déformation crânienne aussi, comme qu'on peut voir sur la photo A. On voit que la brebis a l'œil un peu exorbité, l'orbite de l'œil est déformée. Puis éventuellement, l'animal va mourir. Donc, comment on diagnostique? Bon, par les signes cliniques, par notre examen. Il y a la percussion des sinus. Il pourrait y avoir la radiographie si on est en centre de référence. Il pourrait y avoir la biopsie. Puis sinon, la nécropsie. Prévention, encore une fois, c'est la même chose. On isole les individus atteints et on réforme. Malheureusement, il n'y a aucun traitement ou vaccin disponible. Ensuite, on va voir ensemble c'est quoi les stratégies de contrôle et de prévention. Donc, tout d'abord, voici un rappel. Les maladies qui causent de l'amaigrissement ont quelques points en commun. C'est des maladies à développement lent, avec une période où la pathogène demeure en dormance. Ensuite, l'individu infecté va sécréter le pathogène dans l'environnement, mais sans évidence de signes cliniques.
ce qui va entraîner une contamination importante de l'environnement et de plusieurs individus. Ces maladies sont difficiles à diagnostiquer. Ces maladies sont toutes incurables, puis il n'y a pas de traitement. Elles conduisent toutes vers la mort. C'est des maladies, comme on l'avait vu pour la paratuberculose, qui ont des conséquences. Donc, on va avoir des pertes économiques importantes. Ça va entraîner une réforme prématurée, une diminution de la production de lait, donc ce qui aura comme conséquence un mauvais gain de poids chez les agneaux, problème de fertilité, mauvaise conversion alimentaire ou du moins réduite, parce qu'on a beau essayer de nourrir notre animal, de l'isoler pour s'assurer qu'elle a une alimentation plus adéquate, mais finalement, ça ne l'engraissera pas. Puis c'est aussi des maladies qui sont très peu diagnostiquées. Donc, je vous ramène à cette image qu'il faut bien comprendre que la brebis avec des signes cliniques d'amaigrissement qui répond à aucun traitement curatif ou de support doit être considérée comme une bombe à retardement. Il faut rapidement l'isoler et la réformer. On ne veut pas que cette brebis-là, qu'elle excrète soit de la paratuberculose, de la lymphadénite caséeuse par ses poumons, l'adénomatose, un tumeur nasal, ou le médivizina, ou la tremblante. On ne veut pas que cet animal-là contamine d'autres individus. Puis que là, à un moment donné, qu'on se retrouve avec une bombe super explosive, puis que là, qu'on a plusieurs animaux dans notre troupeau soient atteints. Donc, cette brebis-là, il faut éviter de la garder. Ce n'est pas une brebis payante de toute manière. Donc, stratégie de contrôle, il faut assurer de bonnes mesures de biosécurité qui doivent être sévères. On veut une bonne régie des agneaux à la naissance. On veut des aires de mise bas très propres parce qu'on veut éviter toute contamination. On ramasse les placentas et les liquides utérins rapidement. C'est vrai pour la tremblante, parce que la tremblante, par les liquides utérins, peut contaminer l'environnement. Mais c'est aussi vrai aussi pour les maladies qui causent des avortements. Donc, on ramasse rapidement placenta, liquide utérin. On évite d'administrer le colostrum ou du lait provenant de mères maigres ou positives. C'est vrai pour le paratuberculose, c'est vrai pour le médivizina, la lymphadénite caséeuse et l'adénomatose pulmonaire. On évite toute contamination des agneaux avec du fumier des mères. C'est vrai pour la paratuberculose. On applique des mesures de biosécurité du programme d'assainissement du médivizina parce que ces mesures-là sont appliquées dans le cadre du programme d'assainissement médivizina, mais à la base, c'est des mesures qui sont vraies aussi pour toutes les autres maladies. On évite toute contamination par le sang. On sélectionne un bélier résistant à la tremblante, RR, afin d'assurer une bonne descendance qui est faiblement sensible à la tremblante. Donc, de manière générale, encore là, la ligne directrice aussi, c'est d'isoler et réformer les individus maigres qui ne répondent à aucun traitement. Ensuite, quand c'est possible et qu'on a les moyens, on pourrait utiliser la vaccination contre la lymphadénite caséeuse. On isole les animaux avec des abcès. On s'assure d'avoir des enclos sécuritaires afin d'éviter les lésions cutanées et on veut un ordre de tonte. On évite de garder des agnelles de mère maigres ou positives parce qu'il y a de bonnes chances qu'elles soient aussi contaminées parce qu'elles auraient pu se contaminer par le colostrum ou par la gestation. On évite les brebis, on isole les brebis maigres, on ne les fait pas annuler avec des brebis saines. Moi, j'ai vraiment des troupeaux chez qui ils réservent vraiment un parc qui est réservé aux brebis en fin de condition, en fin de production, qui savent qu'ils vont réformer, ils ne prennent pas de chance et ils font annuler toutes les brebis de réforme ensemble afin d'éviter qu'elles soient dispersées au travers de brebis saines parce qu'on ne veut pas contaminer les agneaux. Puis ça marche, puis ce n'est pas nécessairement des troupeaux où est-ce qu'on a un statut médivizina,
mais en faisant cette mesure-là, bien, c'est déjà un bon pas vers la direction. On réforme les brebis avec des problèmes chroniques respiratoires qui ne répondent à aucun traitement. Et que ça ne sert à rien d'utiliser des cocktails d'antibiotiques, d'utiliser plein d'antibiotiques. Si à un moment donné, on voit qu'on n'a aucune réponse à notre traitement, on ne va pas plus loin, on l'isole et on la réforme. Il y a aussi d'autres causes qui vont causer de l'amaigrissement. On a, entre autres, le parasitisme. Puis là, ici, je vais passer quand même rapidement parce que c'est plus ou moins le but. Le but, c'était de parler des causes d'amaigrissement. Donc, c'est de garder en tête que oui, on a des maladies chroniques, mais aussi d'autres maladies qui vont causer de l'amaigrissement. Il y a le parasitisme. Les principaux parasites gastro-intestinaux, mais ce sont souvent les nématodes. On a Haemoncus contorsus. On a le fameux ver qui ressemble à un poteau de barbier. C'est un ver qui va causer de l'anémie chez l'animal. C'est un ver qui se loge au niveau de la caillette. On a aussi le Trichostrongylus, Ostertagia, puis le Telador-stagia. Certains vont survivre à l'hiver, d'autres aussi peuvent rentrer en hypobiose. Entre autres, Haemoncus, c'est ça qu'il fait. Donc, à l'automne, avec les jours courts, il va rentrer en dormance et s'enquisse à l'intérieur de l'animal. Au printemps, avec le réveil printanier, les jours plus longs, il se réveille, là, il se retrouve dans le système digestif et va être excrété par le fumier. La transmission, comment les animaux s'infectent? C'est par l'ingestion de la larve infectante au pâturage. Les signes cliniques, les principaux signes, on peut noter de l'anémie, entre autres chez les animaux qui sont infectés par Haemoncus. Quand on évalue l'anémie au niveau des muqueuses, c'est souvent des animaux qui ont une muqueuse blanche. Puis dans les cas sévères d'anémie, on va même remarquer que la bouche et le museau est vraiment blanc. Les selles sont molles ou liquides, parfois noires. On a de l'amaigrissement. Puis encore là, on va noter de l'œdème sous-mandibulaire, comme dans le cas de la paratuberculose, le fameux signe de la bouteille qui est causé par un manque de protéines. Le diagnostic, c'est facile, c'est via une coprologie, soit qu'on fait individuelle ou qu'on fait une coprologie de groupe, un pool. Traitement. Il y a des traitements qui existent. Donc, on va privilégier les vermifuges oraux. Mais ici, on ne traite... Maintenant, la suggestion, c'est qu'on ne traite pas tout le troupeau complet à cause des problèmes de résistance aux vermifuges. Donc, on fait des traitements qui sont ciblés et sélectifs. Dans des cas sévères, parce que si j'interviens puis je suspecte Haemoncus, puis j'ai des muqueuses pâles, mais c'est sûr que je vais aussi suggérer des traitements de support. Donc, je vais suggérer l'administration de multivitamines en injectable. On pourrait même aussi supplémenter l'eau avec des électrolytes. Il y a quand même des concepts importants qu'on ne verra pas ici parce que c'est le cadre aussi d'un autre module ou tout simplement, ça peut être aussi, vous pouvez regarder ça avec votre vétérinaire pour les campagnes PISAC sur la gestion intégrée du parasitisme. Donc, on a le concept de refuge, c'est-à-dire qu'on ne traite pas tout le troupeau complet. Il y a le concept de résistance qui est très important. On a le concept de résilience, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui peuvent être parasités et quand même bien vivre avec le parasite. Donc, il y a très peu d'impact sur leur santé globale, pas d'amaigrissement. Donc, il faut être conscient que ce n'est pas tout nécessairement les animaux qui auraient nécessairement besoin de traitement. Puis, il va y avoir aussi le concept de gestion des pâturages. Il y a aussi le problème d'amaigrissement qui peut être causé par une malnutrition. À ce moment-là, la malnutrition, c'est à se demander est-ce qu'on donne des aliments en quantité suffisante? Puis si j'en donne en quantité suffisante, est-ce qu'ils sont de qualité suffisante?
parce que souvent, une alimentation inadéquate va entraîner de l'amaigrissement, mais aussi vous allez pouvoir noter d'autres maladies, entre autres des maladies métaboliques, surtout chez vos animaux en fin de gestation, dont la toxémie de gestation, puis l'hypocalcémie, excusez, le manque de calcium. Souvent, quand on suspecte un problème dans un groupe en particulier, c'est souvent les brebis, soit fin de gestation, début de lactation, mais on peut faire un profil métabolique. Le profil métabolique, en fait, ça consiste à prendre des prises de sang sur un échantillon d'individus. Donc, si on a une cinquantaine d'animaux, on peut prendre jusqu'à 8 prises de sang. Le sang va être poolé ensemble au laboratoire pour, après ça, être analysé. Donc, mon profil métabolique, il va m'aider à analyser la ration métabolisée de la brebis est-elle adéquate? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les 4 rations, la ration qui est calculée, la ration qui est servie, la ration qui est consommée, puis la ration qui est métabolisée. Donc, on évalue la ration métabolisée. Est-ce qu'elle est suffisante en énergie? Est-elle suffisante en protéines? Et puis, elle va m'aider aussi à savoir est-ce que les minéraux sont-ils offerts, est-elle adéquate au niveau des minéraux, donc du calcium, du phosphore, du magnésium, le cuivre et le zinc. Le profil va aussi évaluer la fonction du foie. Est-ce que le foie est normalement sollicité? Dans les cas d'alimentation où est-ce qu'on pourrait avoir présence de toxines ou d'une eau qui est contaminée, le foie peut travailler plus fort, puis ça peut nous donner un indice comme quoi qu'il y a une intoxication quelconque. On va évaluer aussi est-ce que l'eau présente, est-ce que les animaux s'hydratent adéquatement, puis on va évaluer aussi si les animaux sont en acidose ou pas. Donc, pour moi, c'est un outil très pratique pour évaluer la nutrition. Maintenant, l'auto-questionnement. Pour cette dernière section, nous allons voir comment aborder le cas d'un ou de plusieurs brebis maigres. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une brebis maigre? Bon, c'est sûr qu'on va vérifier son état de chair. Ensuite, on va vérifier ses dents. Est-ce qu'elle a toutes ses dents ou pas? C'est sûr que s'il lui manque des dents, elle ne peut pas s'alimenter de manière adéquate. On va vérifier son âge. On va aller vérifier son comportement à la mangeoire. Est-ce qu'elle a suffisamment de place? Est-ce qu'elle est dominée? Est-ce qu'elle est tassée par d'autres brebis? Donc, si son état de chair plus maigre n'est pas relié à sa dentition, son âge ou à son comportement à la mangeoire, mais on pourrait se poser la question, est-ce que ma brebis est parasitée? Donc, on pourrait vérifier les muqueuses. On pourrait vérifier si l'arrière-train est souillé ou pas, puis on pourrait faire une coprologie au besoin. Dans le cas où est-ce que la coprologie sort négative, bien, on pourrait se poser la question, ça a été c'est quoi son historique de production des derniers mois? Combien d'agneaux elle a mis au monde? Combien d'agneaux elle a réussi à sevrer? Est-ce que le poids des agneaux sevrés est adéquat? Est-ce que c'est ça qu'on s'attend comme agneau sevré? Est-ce que la production de lait, la santé de la glande mammaire est bonne ou on a dû élever les agneaux au biberon par manque de lait? Après ça, on va regarder les autres indices de dépérissement. Est-ce que la brebis semble en santé? Est-ce qu'elle semble avoir des difficultés respiratoires? Regarder son état général. Puis si on n'a eu aucune réponse à nos traitements, c'est-à-dire que si elle avait un problème respiratoire, on a décidé de la traiter aux antibiotiques, on n'a pas de réponse. Bon, elle était maigre, on a décidé de l'isoler pour assurer une alimentation plus riche, puis on n'a toujours pas de réponse. À ce moment-là, il faut penser aux maladies qui causent le dépérissement. Donc, paratuberculose, tremblante, midivizna, lymphadénite caséeuse, adénomatose pulmonaire. Se rappeler que c'est des maladies qui sont difficiles à diagnostiquer, c'est des maladies incurables, donc on réforme. Brebis maigre ne répond pas au traitement, on réforme.
qu'est-ce qu'on fait si on a plusieurs brebis maigres dans un groupe? Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pourrait revoir le programme alimentaire. Est-ce que la ration alimentaire est adéquate en qualité, en quantité? Si on a des doutes, on révise le programme avec le nutritionniste. Puis on peut même s'appuyer par un profil métabolique. Ensuite de ça, on peut vérifier est-ce qu'il y a une présence de maladies, de parasites gastro-intestinaux dans ce groupe d'individus-là. Donc, on vérifie les muqueuses, on vérifie si l'arrière-train est souillé, puis on peut faire aussi une coprologie. Donc, dans le cas où est-ce que l'alimentation serait adéquate, dans le cas que la coprologie sort négative, puis qu'on n'a aucune amélioration malgré certains changements, mais il faut encore là aussi se demander si on ne fait pas face à une maladie qui cause le dépérissement. Fait qu'on se pose la question, ça peut être une paratuberculose, une tremblante, un midivisa, une lymphadénite caséeuse, un adénomatose pulmonaire. C'est des maladies difficiles à diagnostiquer, maladies incurables. Donc, à ce moment-là, ça serait de voir avec votre médecin vétérinaire qu'est-ce qui serait la meilleure solution. Mais sinon, je vous dirais, ça serait de réformer et de resserrer les mesures de biosécurité de ce groupe-là. Donc, voilà, c'est ce qui conclut notre conférence sur le syndrome de brebis maigre et les maladies des adultes. Excusez, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faut garder en tête qu'une brebis maigre, si elle est maigre, il y a sûrement une raison. Puis, de dire que c'est peut-être une petite bombe à retardement, elle est sûrement porteuse de une ou plusieurs maladies. Donc, c'est de les isoler et de les réformer le plus rapidement possible. Donc, je crois que c'est la marche à suivre. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de l'attention. J'espère que ça a pu être pertinent pour vous. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée.